tous, bienvenue. Donc je m'appelle Nicolas Martignol, qui connaît déjà Devoxx France. Alors qui ne connaît pas Devoxx France? Ok. L'idée ce soir, c'est de vous partager un regard en tant qu'organisateur. Moi j'étais moi-même orateur une dizaine d'années, donc j'ai fait des CFP, et je suis un peu passé de l'autre côté. En quelques mots, je vais me présenter. Donc moi, je suis développeur. Je viens de l'écosystème Java. Et aujourd'hui, je suis patron de Lunatech France, qui est une société de services. On est 25 en France et 80 en Hollande. Et on tourne autour de Java et Scala. Et on est basé à côté de Disneyland Paris, à l'est de Paris. Et donc en 2012, on a créé la conférence Devoxx France. Mais en fait, on a commencé il y a bien plus longtemps que ça, il y a quelque part dans la salle. J'étais longtemps membre du Paris Java User Group, créé par Antonio Goncalves en 2008. Et j'ai été trésorier, et de fil en aiguille, on a eu envie en 2011 de créer une conférence. Et on n'avait pas pensé que ça s'appellerait Devoxx France, on voulait appeler ça Paris Dev, ou Paris Truc Niche, ou Paris Poète Poète. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de conférences, il y avait juste MixIT en France qui s'est lancé. Et moi, pour la petite histoire, en 2011, je suis allé faire la keynote d'ouverture, on m'avait invité en tant qu'orateur. J'ai blogué longtemps sur Tour Express, qui est un blog, aujourd'hui il est un peu en jachère, j'ai fait plus grand chose, mais on m'a invité pour faire les openings, donc j'ai fait BDX.io, j'ai fait MixIT, et donc c'était super sympa, mais ça me donnait envie de passer de l'autre côté et d'organiser des conférences. Donc avec trois autres compères, on s'est lancé, et Antonio a eu la bonne idée d'aller en Belgique, où il existait déjà une conférence indépendante qui s'appelle Devoxx, créée par un gars, un indépendant, un gars un peu comme nous, et on lui a proposé de faire une franchise. On lui a dit voilà, nous on voudrait faire la même chose à Paris. On voudrait faire 75% en français et 25% en anglais, et on va se mettre à 6 mois d'écart de ta conférence, donc lui c'est au mois de novembre, et donc nous on est au mois d'avril. Et en 2011, on cherchait des financements parce que association, pas beaucoup de sous, et puis on a vite trouvé des sociétés qui nous ont suivis, donc 9 sociétés à l'époque. Et on a trouvé un endroit, et c'est vrai que de fil en aiguille, la première année on était 900 personnes, conférenciers, speakers, exposants, donc c'était déjà bien. On a vendu tout le billet, on n'a pas perdu trop d'argent, et on s'est dit c'est plutôt sympa. Mais 2012, donc pour moi, reste une année un peu compliquée en termes de CFP, parce qu'on a utilisé les outils qu'on avait à l'époque qui venaient de notre franchiseur et qui n'étaient pas du tout adaptés à ce qui s'est passé en France. Et en France, il faut le savoir, on a la chance d'avoir des gens qui adorent soumettre des sujets au CFP. Donc ce soir, je vais encore plus certainement solliciter des vocations. La Belgique avait 500-600 sujets, et nous, on en a pris 800 la première année. Sachant que les gens qui sélectionnent les sujets sont des bénévoles, ça a été assez compliqué à gérer. Donc ce qui s'est passé après l'édition 2012, j'ai lancé un appel aux copains, et puis j'ai bootstrappé l'écriture d'un logiciel pour soumettre des sujets. Donc le code il est sur GitHub, vous pouvez le trouver sur internet. Il est utilisé notamment par BDX.io et par d'autres conférences, il est gratuit. Et on a créé notre outil, voilà, on est développeur, on est informaticien, donc on a codé notre outil de CFP, c'est difficile de tout suivre, mais les 17 autres ont fait les 1039 ou 1040 sujets pendant presque 2 mois, voilà. Ils sont bénévoles, à part un beau restaurant, ils ne gagnent rien, ils gagnent une place, ils ont une place à Devoxx France bien entendu. Moi, donc l'objectif ce soir, c'est de donner des éléments concrets pour qu'on ait des sujets moins en quantité, plus en qualité, même si on reçoit d'excellents sujets, et puis surtout vous donner des idées, des astuces ou des moyens de réussir, et puis de venir sélectionner et répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc je ne parle pas tout seul, je parle au nom de la famille Devoxx France et de mes deux associés, Antonio et Zouer. Donc ce que je dis, c'est ça sera dans la mesure du possible en tant qu'organisateur des Devoxx France. Donc Devoxx France, ça donne quoi donc, comme l'a dit Julien, c'est 3 jours, 2900 personnes, 60 exposants. C'est 4 jours, 5 jours d'organisation, parce qu'on ne commence pas le mercredi matin, le lundi, mardi on s'installe au Palais des Congrès. C'est 19 personnes pour l'équipe de télé, 41 personnes pour le service, c'est 35 étudiants par jour qui viennent nous aider. C'est les polos rouges qui courent partout, donc une équipe d'une quinzaine de personnes qui nous aident depuis pas mal d'années et qui sont aussi bénévoles.
C'est assez physique. Une année, on s'était offert les uns les autres un petit bracelet pour compter le nombre de pas, et je crois qu'Antonio avait fait 29 km en une journée, donc de 6h du matin à 23h. Comme l'a dit Julien, les speakers ne sont pas payés, donc nous c'est quelque chose sur lequel on insiste, même pour les keynotes où les speakers nous demandent d'être payés, on ne paye pas nos orateurs. On invite tous nos orateurs à un dîner, donc il y a 2 ans c'était au pied de la Tour Eiffel, on avait pris des bus à Impérial, on s'était baladé, donc on essaye dans la mesure du possible de gâter nos speakers. On aide aussi financièrement ceux qui n'ont pas forcément les moyens, mais ceux qui ont des grosses sociétés derrière elles, généralement il n'y a pas de souci, ils se font financer. Mais voilà, on veut qu'une personne qui a été sélectionnée, qui me dit voilà, ma boîte ne veut pas que me paye billet de train ou billet d'avion, on fait forcément un effort. Mais on reste dans un système où il n'y a pas d'argent pour venir parler, et ça reste complètement ouvert et communautaire. Le budget d'Evox France il est confidentiel, mais on est largement au-dessus du million d'euros. Pour louer un lieu comme le Palais des Congrès, pour nourrir, pour avoir 9300 sandwichs, 10 800 bouteilles d'eau, il faut une logistique de dingue. Ce qui coûte cher, c'est pas la matière première, mais c'est tous les humains, toutes les personnes qui font que le jour J, ça se passe bien. On a une équipe de télé qui enregistre tout, et toutes les vidéos sont mises sur YouTube. Donc c'est un gros travail, il y a un monteur qui travaille tous les soirs, et qui coupe les rushs, donc vous êtes filmé, il y a des cadreurs, il y a 6 personnes pour la lumière, il y a 3 personnes pour le son, enfin il y a une logistique de dingue pour qu'on enregistre tout ça. Que vous soyez dans la grande salle qui fait 900 personnes ou dans une salle plus petite qui fait 300 personnes, on assure le même niveau qualitatif. Voilà. Donc les orateurs sont bien traités, et les vidéos sont gratuites, sont mises sur YouTube en général quelques semaines après, le temps de faire le titrage, de mettre le nom de famille correctement, et ainsi de suite. Voilà. Et ça, j'aime bien cette photo-là, elle date d'il y a 2 ans. Donc on était tous les 3 sur scène, et à la keynote, on demande aux gens qui vient pour la première fois. Et tous les ans, il y a des gens qui lèvent la main dans la grande salle. Il faut voir qu'il y a cette salle qui nous sert pour les keynotes d'ouverture, et il y a 4 autres salles dans lesquelles on rediffuse les keynotes. Et ce qui est plutôt sympa, c'est de voir que tous les gens, il y a des mains qui se lèvent. Et pareil pour les orateurs. Tous les ans, il y a des gens dont c'est la première fois, il y a des gens, c'est le premier sujet, et ils arrivent à être sélectionnés d'Evox France. Donc il n'y a pas une prime au speaker qui a fait 50 ou 60 sujets. Les gens qui n'ont jamais parlé à une conférence ont autant de chance que ceux qui en font toutes les semaines. Et c'est ce que je voudrais vous raconter ce soir, et que vous soyez convaincus de ça en repartant ce soir. Le monsieur que vous voyez là, j'aurais peut-être dû le prendre de face, il est très très important. Donc c'est Arnaud Héritier, il s'occupe du CFP, donc lui c'est le boss du CFP, il s'occupe de la logistique, il s'occupe de trouver des gens pour choisir les sujets. Je vais vous parler de qui choisit les sujets. Il nous accompagne aussi depuis plusieurs années. Une année, il est parti parce qu'il était trop occupé professionnellement, et on l'a rappelé en urgence parce que c'est un gars qui est très très important. Il porte sur ses épaules le fait de dire à 80% des gens en fait vous ne viendrez pas à Devox France, votre sujet n'a pas été sélectionné. Voilà, donc Arnaud serait très pertinent aussi ce soir pour vous raconter un petit peu comment fonctionnent les coulisses, et on le remercie vraiment beaucoup. Le Palais des Congrès d'Evox France, ça donne quoi quand on est speaker et vous recevez un mail disant rendez-vous le 15 avril 2020, vous êtes bravo, vous avez été choisi pour venir parler de React 6 ou je ne sais quoi. Donc vous avez votre badge speaker, et le premier souci, c'est que les gens qui sont là, ils vont avoir, même si vous avez été choisi, même si votre sujet il est génial, en fait, toutes les heures, les participants, ils ont le choix entre vous et 7 autres salles. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes sélectionné, dans votre salle, vous n'aurez pas l'intégralité des conférenciers, vous n'aurez qu'un échantillon. Et en fait, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est que l'abstract, votre bio, ce que vous racontez, un peu fatigué, peut-être un 15 décembre, et vous postez à minuit et demi sur le CFP, ça va se retrouver sur les applications mobiles, sur les programmes, et sur tout ce que finalement les participants voient. Et le premier truc qu'ils vont voir, c'est le titre de votre présentation. Et il y a plein de participants, ils ne préparent pas leur programme. Ils préparent un peu ce qu'ils veulent voir, ils vont dire bon ça je ne veux pas voir. Mais ils vont choisir de rentrer dans votre salle, d'aller voir un copain, juste sur le titre. Donc le titre, hyper important. Premier truc,
ce que je vous raconte pour Devoxx France est vrai dans d'autres conférences où il y a plusieurs tracks en parallèle, hein. Sauf que là, c'est amplifié par le volume. Mais vous allez à BDX.io, c'est la même chose. Vous allez à MixIQ, c'est la même chose. Brestcamp, c'est pareil. Donc le premier truc, c'est le titre. Donc un titre un peu vague, un titre humoristique ou un titre avec un jeu de mots, ça va vous faire rire que vous. Et en général, les participants, eux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on verra tout à l'heure des titres du programme de cette année. Et on essaiera de voir si on arrive chacun à détecter facilement et rapidement de quoi ça parle. Donc les formats, Julien les a expliqués, il y a des formats courts, 15 minutes, des formats orientés présentation, donc les Tools in Action pour nous. Il y a des formats conférences, 45 minutes, qui est le format un peu royal chez les Devoxx France. Et puis il y a des formats très longs de 3 heures, et les formats de 3 heures en général, nous quand on choisit des sujets, on demande aux personnes d'être en binôme un minimum. Parce que 1 c'est fatigant, 3 heures c'est beaucoup de travail, quand c'est des labs c'est encore beaucoup plus de travail, les labs ne sont pas filmés, et quand c'est des universités de 3 heures sur par exemple les nouveautés de Java, il est clair que lorsqu'on sélectionne les personnes on va être assez critique et on va essayer de prendre les personnes les plus pertinentes sur les sujets là. On ne va pas risquer de mettre un créneau de 3 heures avec une personne qui ne nous rassure pas. Et on sera peut-être moins dur sur un format quickie où on se dit voilà c'est chouette, il va se lancer ou elle va se lancer, ça va être son premier sujet. Voilà. Une histoire de choix. Donc le participant déjà, même si vous êtes choisi, même si vous êtes dans le programme, et même si vous appelez James Gosling ou whatever, le participant il peut décider de ne pas rentrer dans votre salle et d'aller dans une autre salle. Pourquoi? Parce que le jour J, pas de bol, au moment où vous parlez, en face de vous, il y a la superstar de Google ou je ne sais quoi. Et voilà. Peu importe, c'est pas grave. Vous rentrez dans votre salle, vous donnez votre présentation, vous êtes enregistré, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les chiffres de fréquentation dans les salles ne sont pas forcément corrélés avec ce qu'on voit sur YouTube un an après. Et on voit sur YouTube des vidéos que nous, on va dire, ouais, il y avait 200 ou 300 personnes, et après sur YouTube, ces vidéos-là, elles sont vues 15 000 fois. Un très bon exemple, c'est Cyril Marter de Arola, qui doit être le numéro 1, le numéro 2 dans les speakers francophones de Devoxx France. Ces sujets, le format, la façon dont il présente, 45 minutes, sur YouTube, il fait 15 000 vues. C'est énorme, énorme. Donc, une histoire de choix déjà pour le participant. Une histoire de choix pour nous qui sommes membres du comité de sélection, c'est-à-dire qu'on va avoir un choix énorme de sujets. On va regarder, on va en parler un petit peu. Et une histoire de choix pour vous, parce que vous avez peut-être un sujet précis que vous voulez présenter, mais majoritairement, enfin souvent, fréquemment, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il arrive très fréquemment que les speakers proposent plusieurs sujets. Ils vont dire, voilà, j'ai 2-3 sujets. Il y a des orateurs cette année, des Devoxx France, qui ont été pris pour présenter 2 ou 3 sujets. Après, pourquoi on ne prend pas un speaker qui présente 6 sujets? Parce que 1, c'est fatigant. 2, le jour J, s'il est malade, on perd 6 slots, donc c'est quand même une grosse catastrophe. Et on n'y croit pas. Au-delà de 2 ou 3 sujets, on est critique, et souvent on prend des personnes en binôme en se disant, bon, si lui ne peut pas faire, peut-être que l'autre personne pourra assurer. Et on est vraiment, vraiment comme des organisateurs de spectacles, et on veut se couvrir pour que le jour J, il n'y ait pas la salle vide. Voilà. Il y a 3-4 ans, il y a un speaker qui a fait le dîner des speakers, il a pris une cuite mémorable, mais vraiment, et le lendemain matin, il n'est pas venu dans la salle. Ce speaker, depuis 3-4 ans, il soumet des sujets, et évidemment que tous les ans, on dit, oui, c'est bien qu'il s'est pris une cuite mémorable, je pense qu'il sera plus speaker à Devoxx France. C'est quand même dommage d'arriver à la sélection et de faire l'affect avec les copains, et puis le lendemain matin de ne pas se lever. Je trouve ça vraiment regrettable. Ça, je vous l'ai déjà dit, donc il y a la famille Devoxx, c'est Belgique, UK, Maroc, l'Ukraine qui est nouveau depuis l'année dernière, la Pologne. Il y a eu les États-Unis, mais ça n'a pas très bien fonctionné, donc il n'y a plus les États-Unis. Aujourd'hui, on a la plus grosse conf francophone en Europe. C'est facile de dire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de francophones, donc c'est un peu biaisé ce truc, je trouve, comme je le dis. La prochaine édition, c'est au mois d'avril, et on est complet. L'année dernière, on a ouvert les ventes le 3 décembre, on avait tout vendu le 29 décembre. Voilà, donc le prix, ça va de 200 € à 600 €. Alors une fois, quelqu'un m'a dit pourquoi Devoxx France n'est pas gratuit. On en parlera autour d'une bière, on vous racontera pourquoi ça ne peut pas être gratuit. Voilà. Et c'était une association qui portait le projet, et le jour où on a décidé d'aller au Palais des Congrès, on a dit bonjour, on s'appelle l'association du Paris Jug, on voudrait réserver ça, une association loi 1901. Donc on a créé une société, et donc aujourd'hui c'est 3 personnes, Anthony Oswer et donc moi-même,
Donc on a une société avec des assurances, avec des avocats, avec des choses très sympathiques pour porter ce projet-là. Et c'est pas mon métier, je suis patron de Lunatech, donc si je continue à faire autre chose, c'est qu'a priori j'en vis pas. Je continue à beaucoup m'amuser, mais voilà, c'est pas notre boulot à temps plein. Des chiffres, pour vous donner quelques éléments dans ce que disait tout à l'heure Julien. Ce soir, ce qui va être intéressant, c'est de se dire comment je fais pour être dans les 243. Il y a 3450 speakers dans la base de Devoxx France. Il y en a à peu près 900 qui ont proposé un sujet cette année. Donc il y en a qui sont inscrits et qui voilà, ne proposent pas de sujet, ils n'ont pas envie. On a quand même un turnover assez important, ce qui est plutôt une très bonne chose. Moi je suis très content de revoir quelques têtes que je connais. Et je suis super content de voir aussi des parfaits inconnus que je connais de nulle part, qui viennent d'autres communautés. C'est plutôt le signe qu'en fait, on a réussi à sortir largement du monde Java. 2012, notre produit d'appel, c'était la JVM, c'était Java. 2019, franchement, si vous regardez le programme, on a fait du Rust, on a fait du Erlang, on a fait de l'agilité, on a fait de l'accessibilité, comme le disait Julien en keynote, on a fait de la sécurité, on a fait du .NET, on a fait du VS Code, on a fait beaucoup de JavaScript, beaucoup de JS. Être ou ne pas être manager. Comment? Être ou ne pas être manager. Être ou ne pas être manager, sur le métier de développeur, des trucs comme ça. Donc on tourne autour de Java, il ne faut pas se mentir. Cette année on avait Marc Renaud, l'un des papas des architectes de Java. C'est la première fois en 8 ans qu'on réussit à faire venir Devoxx France, donc super. Mais on tourne autour finalement de tout ce qui nous fait vivre au quotidien et on n'a pas de tabou, on n'a pas de blacklist technique. Après en fait, si jamais par exemple un sujet ne va pas être pris, ça va être plus par rapport à l'audience, on va se dire son sujet il est vachement sympa, mais j'ai peur qu'il y ait 3 personnes qui rentrent dans la salle, et ben du coup le sujet ne va pas être sélectionné. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire qu'en fait c'est pas la bonne audience, et on connaît le public de Devoxx France qui reste quand même très mainstream, je le dis sans que ça soit péjoratif. On connaît nos clients, on connaît nos exposants, et puis bah, ça a un petit biais sur la sélection, mais pas plus que ça. Voilà, des chiffres. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le volume qu'on enregistre sur YouTube et qu'on met gratuitement et qui sert énormément, et on observe les statistiques. Il y a 2 ou 3 ans, à la keynote, on avait dit qu'en fait, si vous asseyez, vous mettez toute la playlist de Devoxx en lecture, et vous ne dormez pas, vous ne mangez pas, vous pouvez rester 11 jours à regarder des vidéos. Voilà. Donc c'est chouette parce que tout ce contenu-là, il sert dans plein de pays dans le monde à des gens qui veulent découvrir des technologies, et on a un quart de notre contenu qui est en anglais quand même. Donc ça fait qu'on touche plus de gens sur la partie anglophone forcément. Et c'est très sympa de voir les stats pour le coup, merci Google. Voilà. Donc la question c'est comment on devient orateur à une conférence. Je vais forcément parler un peu plus de Devoxx France en exagérant, mais ce que je vais raconter, Julien l'a dit quand même plutôt bien. Je pense que moi, à titre perso, j'ai fait 10 ans de tournée en tant que speaker sur plein de sujets. Donc j'ai fait des CFP, j'ai dû en faire je sais pas combien, et puis j'étais jeté 60 ou 80% des fois, donc c'est normal. Hein. Et c'est vrai que quand on reçoit le petit mail disant vous avez été choisi, tout ça, enfin, c'est une joie de dingue. J'ai adoré le Jug Summer Camp, c'était en 2011, on préparait en secret Devoxx France. Et ce que les gens du Jug Summer Camp ne savaient pas, c'est qu'ils m'ont demandé de faire la keynote de fermeture, donc de faire le pitre. Et ils avaient demandé à Antonio, donc mon associé, de faire l'ouverture. Et donc en fait, tous les deux, nous, on n'était pas du tout dans le truc. Et on a écrit chacun sa keynote. Lui a fait un truc sérieux sur les écritures et tout ça. Et moi, j'ai fait un faux journal dans le futur en racontant n'importe quoi, mais en glissant au passage discrètement, tiens, on va faire une conférence, une grosse conférence. Et c'était 6 mois avant la création de Devoxx France, et en fait les gens, je voyais bien que ça les intéressait, quoi. À l'époque, il n'y avait pas autant de conférences qu'il y a aujourd'hui, et je trouve ça super sympa qu'en 2019, il y ait toutes les conférences que Julien vous a montrées en préambule. La question c'est comment je fais pour devenir orateur à ces conférences, comment je tente ma chance. Alors là c'est un peu violent. Ce que vous voyez c'est l'année dernière, ça donne forcément l'impression qu'on a quasiment aucune chance d'être sélectionné, c'est pas vrai. Le secret, l'idée ce soir, c'est de vous donner quand même pourquoi on choisit des sujets et pourquoi on n'en choisit pas, pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, et tout ce qu'on ne peut pas écrire, que vous soyez un peu plus immergé là-dedans. Donc l'année dernière, on a reçu 1041, alors ça va crescendo d'année en année.
Il y a 2 ans, on en avait eu beaucoup, et il y a 2 ans, on a codé dans le CFP de limiter le nombre de sujets par orateur. Parce qu'il y avait des speakers qui prenaient le même sujet, changeaient un petit truc, une petite virgule ou un peu de titre, ils envoyaient 10 sujets, en pensant que, peut-être fatigué ou ivre, à 3 h du matin, on allait choisir un des 10 sujets. Donc au contraire, vous verrez tout à l'heure l'interface, j'ai demandé à Julien l'autorisation de montrer l'envers du décor et j'ai pris son sujet. Vous verrez qu'en fait on voit les 10 sujets et donc on faisait non plus, toujours pas, non. Et on limite à 5 parce qu'on ne va jamais prendre 10 sujets, enfin il faut, voilà. Donc l'année dernière on en a choisi 221. Qu'est-ce qu'on ne choisit pas dans le CFP? C'est les keynotes, tu l'as dit tout à l'heure. Les keynotes en fait c'est fait complètement à part, on prend un thème, donc cette année c'était le bien-être au travail et c'est une autre équipe qui ne fait pas forcément partie du CFP d'ailleurs, qui va chercher des orateurs, faire des rendez-vous, des interviews. On a eu des avocats, des journalistes, on a eu des chercheurs, on a eu des roboticiens, on a eu un acteur de théâtre. Cette année, on avait une personne malvoyante qui nous a pris le site internet de Devox France, qui nous a montré à quel point il n'était pas du tout accessible, donc c'était génial. Ça permet voilà, de sortir, là on sort complètement des sujets techniques. On ne prend aucun talk sponsorisé par les grosses boîtes en keynote. On l'a fait en 2012 ou 2013 par une société dont la première lettre est I et la dernière lettre est M. Et c'est resté un tel mauvais souvenir que nous on dit non au sujet et même pour beaucoup d'argent on dit non. Voilà. Et après si on prend des gens c'est parce que la personnalité est intéressante. On a eu Joel Spolsky, créateur de Stack Overflow, mais c'est le bonhomme qu'on est venu chercher. Il ne nous a pas parlé de son produit, il est venu parler de qui il était. Voilà. Donc la question, donc déjà ça représente, vous voyez, ça fait déjà 20%, et les 20% c'est pas réparti équitablement, parce que la grosse majorité des propositions c'est le format conférence, et je crois que le taux de sélection c'est 11%, donc ça fait pas mal de dégâts, et ça prend beaucoup de temps. Donc la première chose c'est qui choisit les sujets. Alors là j'avais envie de vous faire croire que c'était complètement au hasard, et ainsi de suite. Il y a une recruteuse Charlie qui m'a dit mais il faut leur croire que tout est pipé, qu'il faut payer tout ça, mais bon je me sentais pas assez acteur studio pour le faire. Il y a donc 17 personnes qui choisissent les sujets. Les 17 personnes, comment on les a choisis? Comment on a décidé que des gars et des femmes, des garçons et des hommes, avaient un peu le droit de dire je prends ou je prends pas? On a pris d'abord des indépendants. On était, Anthonius et moi, on était indépendants à l'époque, donc moi je suis repassé salarié, mais on était déjà des indépendants. Donc, pas de liaison avec les éditeurs logiciels. Après, on a pris des gens qu'on connaissait par le Paris Java User Group, des gens qui avaient été speakers. On a pris des gens qui connaissent Devox Belgique, donc qui savaient le type de format, le type de contenu, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Et après, on a pris quand même des gens avec qui on avait envie de passer pas mal de temps et pas mal se friter, parce qu'on n'est jamais d'accord. Et on a pris des gens très expérimentés, et on a pris des gens plutôt juniors. On a fait renouveler aussi le cercle de ces personnes-là, donc c'est pas la même équipe. Il y a des personnes qui ont peut-être fait toutes les éditions, mais il y en a pas mal qui rentrent, qui font un an ou deux, et puis qui repartent. Voilà. Toi, tu as fait toutes les éditions, ouais. Et ça nous permet... Alors ce qui est très marrant, c'est que ces personnes-là ne sont jamais d'accord. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire, ce cas-là, c'est de la merde. Donc moi, je vais dire non. Et lui, il va dire, moi, je rentre pas dans la salle. Et moi, je vais dire oui. Et puis, globalement, peut-être que finalement, on va choisir ou pas, quoi. On va prendre des gens qui ne sont pas d'accord. Donc des gens qui sont très très Java, des gens qui sont très web, des gens qui sont très mobiles, et ainsi de suite. Et ça reste très bienveillant, et ça reste quand même bon enfant. Et voilà. La question qu'on m'a posée, c'est pourquoi tu dis pas qui sont ces personnes? Alors on l'a dit il y a 2-3 ans, et dans les personnes, il y a certains qui nous disent mais en fait j'ai pas spécialement envie parce qu'après les gens viennent me voir. Bon après si vous cherchez sur internet vous les trouverez, mais c'est des personnes qui ont toutes une caractéristique, enfin c'est pas des gens qui se mettent en avant et qui sont pas là pour se raconter, ils vont pas se mettre un badge en gros sélectionneur au Devox France, pas du tout, c'est des gens qui sont plutôt d'une nature... et qui n'ont pas besoin de ça pour briller, donc voilà, c'est des gens qui sont eux-mêmes des orateurs, des speakers, voilà, donc on prend des gens avec lesquels on a envie de passer quand même plusieurs semaines, et Arnaud Héritier, dont je parlais tout à l'heure, coordonne tout ça, donc c'est lui qui s'assure que tout fonctionne, qui relance les personnes qui ne votent pas, et ainsi de suite, voilà. Donc comment ça se passe? Donc cette année, vous verrez des statistiques, alors j'ai essayé de sortir des choses que je peux vous montrer. Ce que je ne vous montrerai pas, c'est nos discussions à nous qu'on a
entre nous sur les orateurs, parce que c'est la partie privée du comité de sélection. Il faut respecter finalement cette liberté de parole et cet anonymat que l'on a tous. Mais je peux vous assurer que tout est fait dans le meilleur code de conduite de la Terre et que c'est fait toujours dans le respect des personnes et qu'on n'est pas comme des enfants et qu'il n'y a pas de bashing, ça reste très très professionnel. Et le fait d'être quand même un groupe assez nombreux fait que les uns tempèrent les autres et que c'est vraiment une ambiance bon enfant. Enfin, si un jour les commentaires apparaîtraient, il n'y aura pas mort d'homme. Il y aurait des bonnes tranches de rire parfois, mais rien de très méchant. Donc comment ça se passe? Ouverture du CFP à partir du 1er décembre, et donc nous on ferme le 14 janvier, donc ça dure que 6 semaines et demie, ce qui n'est pas beaucoup. Et il faut savoir que sur ces 6 semaines et demie, pour notre cas personnel, enfin pour le cas de Devoxx France, on reçoit la majorité des sujets les 2-3 derniers jours. Donc c'est comme quand vous êtes étudiant, les gens rendent leur copie au dernier moment. Et comme l'a dit Julien, en fait c'est pas souvent une bonne idée. Donc premier conseil que je vous donne, s'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute pour proposer votre sujet. Pourquoi? Si vous le proposez le 15 ou le 20 décembre, vous allez avoir des gens bienveillants qui vont vous poser des questions et il y a une énorme interaction entre les personnes qui proposent des sujets et les gens qui sélectionnent. L'année dernière, il y a eu 15 030 revues de sujets et il y a eu à peu près 6 000 emails envoyés. Sur Mailgun, on peut voir le compteur de mails et on a un gros pic et après ça se calme. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous faites une coquille ou quand votre sujet n'est pas clair, en général, vous allez recevoir une question. Donc la première chose que vous allez voir, un email d'une personne, et vous allez voir Alexis, Can, Nicolas. Bonjour, merci pour ta proposition. Est-ce que tu ne penses pas que le format de 30 minutes conviendrait mieux à ta présentation du framework que le format de conférence 45 minutes? Et si le gars dit non, bon, ben voilà, mais il y a une forme d'interaction et ainsi de suite. Et évidemment, on le fait au début et on le fait de moins en moins, enfin on le fait beaucoup moins à la fin. On n'a plus le temps. Et puis après, il y a un phénomène un peu d'épuisement, d'avoir ce volume de sujets. Puis qu'on a vu, je peux vous citer chaque année les modes. Je crois que cette année c'était Kubernetes, mais il y a 2 ans c'était Docker et les micro-premiers, tout ça est bénévolat. Donc il y a pas mal de gens qui font ça le soir, le week-end. Il y en a aussi qui font sur leurs heures de travail. Donc on remercie tous les sponsors, les grandes banques françaises qui nous permettent de le faire. Voilà. Au final, donc ouvrir un sujet, lire l'abstract, lire la bio du speaker et voter de 0 à 10 fois 17 personnes, et j'ai pas encore parlé des golden tickets, ça fait 15 030 opérations. 15 030, c'est énorme. D'accord? Donc ça fois ça. Ça vous donne une idée du temps horaire que ça représente. Et vous imaginez bien que si vous proposez un sujet, cette année, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un gars qui met un titre, qui met un abstract et qui m'a mis, enfin, qui nous a mis si je suis choisi à Devoxx France, j'écrirai un meilleur abstract. Ciao. Donc ça donne des trucs un peu rigolos comme ça. Vous voulez dire qu'aussi quand il y a des liens sur des vidéos, des choses comme ça, en fait, on va voir aussi. Ouais. On cherche les références. Les orateurs, ben on verra. Julien, t'es intéressant. Toi, j'ai revu finalement en préparant cette présentation comment tu avais proposé, et c'est un bon exemple. Tu avais donné des liens, des vidéos, des sujets qu'on ne connaissait pas forcément. Et c'est des vrais plus pour être choisi, et je pense que tu avais dû y passer. Ça m'intéresserait que tu nous dises combien de temps tu as passé à écrire ton abstract avant de le soumettre. Tu t'en souviens ou pas? Je m'en souviens pas. Parce que tu as fait mais... un sujet tout seul et un sujet avec Juliette. Juliette qui est là. Sur l'HTML. Alors je peux te dire que le sujet avec Juliette, on a pris... elle est très exigeante, donc ouais, on passe, enfin je pense que nous quatre d'ailleurs, on passe pas mal de temps à rédiger nos CFP, et Ouais. en plus on se les fait relire entre nous. Voilà. Donc c'est... Enfin, t'as pas fait ça sur un coin de la table Non, en 5 minutes. clairement pas. Voilà. C'est un travail de plusieurs jours même. Ouais. Ouais. C'est un travail de plusieurs jours. C'est difficile de peser ses mots, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on en dit trop? Est-ce qu'on joue sur le ton de l'humour? Enfin, c'est un vrai travail. Les premiers trucs, moi, je vous le dirai tout à l'heure, c'est faites-le relire à vos collègues et demandez-leur. Est-ce qu'eux, ils rendent. Ça ressemble à ça. Le titre. Vous voyez déjà, il est limité, on ne raconte pas sa vie, c'est pas un roman. Titre simple, clair. Là, hacker, on imagine que ça va parler de sécurité. Ok, super. La track dans laquelle il soumet son sujet, parce que nous on a des tracks, pour nous ça ne nous influence pas beaucoup. Il y a certaines conférences comme Devoxx Belgique où en fait ils ont des quotas par track. Donc ils essayent, et là ça a vraiment une influence, une importance. Pour nous, pour Devoxx France, c'est indicatif, on s'en sert, on essaye d'avoir un peu de web, un peu de ceci, un peu de cela.
Mais clairement, quand les microservices sont à la mode, on va avoir plein de sujets sur l'architecture et on n'aura rien sur le mobile. Donc on ne s'en sert pas pour éliminer, mais on s'en sert pour parfois observer. Et puis quelqu'un qui fait Docker sur mobile, alors est-ce qu'il est sur l'architecture ou est-ce qu'il est sur le mobile? Voilà. Le format qu'il a choisi, conférence, donc c'est le format de 45 minutes. Il parlera en français. Les premiers qui vont se faire tout de suite remercier, ce sont les francophones qui veulent parler en anglais. Et voilà, et on le voit, et on pose des questions, on voit que la personne elle est française et elle pense que parler en anglais c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Les anglophones qui parlent, ce sont des anglophones. Et on prend pas de français qui parlent en anglais, aucun intérêt. Les sujets en anglais à DevOps France sont moins demandés et les salles sont moins remplies que les sujets en français. Et oui, on n'est pas aussi bon en anglais qu'on le croit. Ça, c'est ce que vous allez voir en tant que participant. Le texte que vous voyez là, si vous regardez le programme de DevOps France, on ne l'a pas changé, donc ça c'est Julien qui l'a écrit. Et vous voyez, alors là c'est relativement court, parfois c'est beaucoup plus long, ça dépend, mais ce texte-là, c'est celui que vous allez retrouver sur le programme, sur l'application mobile. Donc c'est un peu le produit d'appel. Il a mis ensuite des mots-clés, alors nous ça nous aide pas mal. Et ce qui est intéressant, donc moi je ouvre ce sujet, je vois Accession, ah tiens c'est intéressant, conférence, il veut faire du live coding, bon on va voir si c'est pertinent ou pas. Et là il a précisé que c'est pour des débutants et qu'il fera du live coding. Ces live coding sessions, c'est des sujets que les gens aiment bien de DevOps. Donc déjà moi ça m'intéresse. Après je regarde, je vais cliquer par exemple sur sécurité, je vais aller voir qu'on n'a pas beaucoup de sujets sécurité, puis je vais dire bon bah tiens je vais passer 10 minutes à regarder tous les sujets de la sécurité. Il a parlé de WAF, que je connais à titre personnel. Donc ça m'intéresse aussi, et je commence à regarder le sujet m'intéresse ou m'intéresse pas. Après, il y a un message privé au comité. Hop. Donc c'est ici qu'il nous parle à nous, membres du comité. Comme l'a dit tout à l'heure Can, il y a souvent des liens qui nous permettent d'aller voir un peu plus loin de quoi ça parle. Et vous voyez que ça reste relativement léger, et il a mis une vidéo, donc ça nous permet d'aller voir Julien parler, et puis de voir voilà, que quelqu'un d'en jouer, ou que le sujet qu'il va raconter nous intéresse. Le fait d'avoir déjà présenté le même sujet à d'autres conférences n'est pas un handicap. Ça peut être parfois un avantage, parfois on va demander aux personnes de moderniser un petit peu votre présentation, mais c'est pas grave que la vidéo soit déjà filmée à d'autres conférences. C'est pas non plus un méga bonus, mais c'est simplement un élément d'indication. Et puis on sait qu'on est tous speakers, on se dit bon peut-être que ce jour-là il était peut-être un peu stressé, c'était pas top, la qualité vidéo n'était pas top, mais est-ce que le sujet sur le fond est intéressant? Alors, juste pour dire, dans mon cas, en fait, c'était la première fois que je jouais le talk. J'avais mis juste une autre vidéo sur de la sécurité pour montrer que le sujet était... Enfin, que je savais parler du sujet. D'accord. C'est juste... Alors, ensuite, on a la bio du speaker. Alors, ce texte-là, c'est les speakers qui les écrivent. Donc lui, il a eu la bonne idée déjà, et un des conseils, c'est ne parlez pas de vous à la troisième personne, parlez-vous, enfin, je suis blablabla, je suis trucmuche. Et faites-le parce que si vous ne le faites pas et vous parlez de vous à la troisième personne sur un ton qui est un peu dithyrambique, quand vous lisez toutes les mots des speakers, vous voyez bien qu'en fait que c'est les speakers qui l'ont écrit et que c'est très ridicule de parler de soi-même en disant Julien a été sélectionné, nanana. Vous arrêtez tout de suite, vous parlez comme il l'a fait. Je suis, donc moi Julien, je suis voilà, DevOps France, comme la majorité des conférences, hein, les autres, il faut rester simple. Et on parlera de notre copain Lego tout à l'heure à la fin de la présentation. La qualification du présentateur, donc ça c'est... on demande aux personnes de remplir cette section-là, hein, c'est pas lui qui l'a mis, donc là il l'a rempli ici, mais ça c'est nous qui lui demandons de saisir ça. C'est rassurant de voir quelqu'un sur un format conférence qui a déjà parlé sur ces sujets-là. Donc moi je vois qu'il est déjà passé à DevOps Belgique, je peux aller voir les vidéos. Donc si le sujet m'intéresse et j'ai un doute, je vais aller voir plus loin. Si par exemple je dis en fait moi à titre personnel ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux options. Si le sujet je ne le connais pas, on peut s'abstenir, on peut voter 0 en disant le sujet, j'ai pas d'avis dessus et je suis pas assez déterminé pour me dire si je rentre ou pas, donc je vais m'abstenir. On peut s'abstenir, on vote 0 et on passe au sujet suivant. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va voter entre 1 et 10. Quand on vote 10, c'est vous coupez un bras, il faut que le gars vienne et ainsi de suite. Et en général, on le met pour quelle raison vous avez voté 10. Et quand on met 1, 2 ou 3, en fait, vous tout seul, vous êtes quasiment certain que pour DevOps France, la personne ne viendra pas. Quand vous mettez 4 ou 5, il y a encore un doute. On verra les notes que tu as eues. Julien, tu vois, tu as eu des 4, des 5. Donc c'est pas grave, tu es quand même venu, tout ça. Mais quand il y a un 1 ou un 2, c'est vraiment, vous nous en voulez personnellement, ou, enfin, il se passe quelque chose. Quoi. Parce que c'est quand même... Il faut quand même garder un état d'esprit constructif.
c'est pas pour s'amuser, quoi. C'est pas pour bâcher, c'est vraiment pourquoi tu veux pas qu'ils viennent. Mettre un ou deux, c'est je veux pas ce sujet et à la limite, je veux pas que le speaker vienne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ah, il a picolé une soirée des Hauts-de-France, il s'est parlé. C'est peut-être pour ça. Okay. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, nous, on voit les autres sujets proposés par l'orateur et on voit aussi qu'il avait mis un sujet qu'il a effacé. Et c'est là que je vous disais, bah, le gars qui en proposait une dizaine, bah, forcément ça nous agace. Et qu'est-ce qu'on voit pour Julien? Bah, il a eu 2 sujets sélectionnés, donc le sujet où tu avais présenté tout seul et le sujet sur JUnit. On voit que, alors là ce que vous voyez, c'est une fois que le CFP est fermé, une fois qu'on a voté, c'est une copie de la base que je n'ai pas encore vidée, mais là moi à titre personnel j'avais voté 8, donc là on voit les notes que j'avais donné 9, bon bah ils ont été rejetés. Alors ils ont été rejetés, pas forcément parce qu'ils sont bons ou pas bons, c'est peut-être parce qu'en fait on a eu le choix entre plusieurs sujets, et collectivement on s'est dit, bah en fait, tiens on va prendre ça sur la sécurité, et JUnit, bah en fait c'est un framework ultra populaire dans le Java, ça fait toujours du bien d'avoir une piqûre de rappel, même en 2019, et clairement oui c'est un sujet intéressant, il n'y avait pas forcément non plus de concurrence, parfait, bien expliqué, bien présenté, hop on les prend, avec voilà. Et donc rejeté, bah voilà. Et pourquoi on n'a pas pris les 4 sujets? Bah parce que si Julien est malade le jour où j'y viens pas, on a un risque. Et puis aussi 2 sujets à préparer, je pense que c'est déjà beaucoup de travail. Voilà, ça vous donne un peu plus d'idées de comment ça fonctionne? Vous voyez les titres aussi, donc là ils sont plutôt sympas. Moi j'adore tout ce qui est architecture hexagonale. Bon bah il y a une autre personne qui avait été prise sur le sujet, etc. Voilà. Par contre, peut-être qu'on aurait pu dire à Julien 4 semaines avant, écoute, est-ce que tu veux jouer ton sujet en backup parce que machin a décommandé. Voilà, donc c'est pour ça que ça on garde jusqu'à la fin. Donc là on voit... Hop. T'es prêt à voir tes votes? Tu veux que je les coupe là? Non, non, okay, c'est les tiens, donc voilà. Alors... Donc qu'est-ce qu'on voit? J'ai pas encore parlé de cette partie-là, j'en parlerai après. Donc Julien a été choisi avec 7,19, donc il y a eu 17 personnes qui ont voté. Il y en a 16 qui ont donné une note, et il y en a une qui s'est abstenue. L'écart type entre la plus mauvaise et la meilleure note, relativement correct. Donc là, ça n'a pas d'intérêt ici, mais ça a d'intérêt quand on regarde tous les sujets. Je ne pourrais pas vous montrer cette partie-là, parce qu'il y a toutes les notes. Mais ça nous permet de voir si on n'est vraiment pas d'accord sur un sujet, si l'écart type est important, si vraiment il y en a des 10 et des 1. Et s'il y a un consensus que le sujet on ne veut pas qu'il vienne, ou le sujet on veut qu'il vienne, forcément ça a une pondération assez importante. Après, on a les personnes qui ont voté, et il y a un truc que je n'ai pas forcément montré, oui, je vais montrer après. Ce qui se passe, c'est que, alors ce que tu vois là, normalement toi tu ne le vois pas, toi tu vois cette partie-là. Ce qui se passe, c'est que, ici, donc là, en fait, nous, on a tout l'historique. Donc on voit le 8 février, donc tu as été choisi, tu as accepté de venir présenter. Tu aurais pu nous dire, merci de m'avoir choisi, mais je ne viens pas, ou je ne peux pas, ou ainsi de suite. Après, ici, donc on a donc Arnaud, dont je parlais tout à l'heure, il t'a posé des questions. Ça discute, donc Julien a posé des questions, et vous voyez, là, on a tout l'historique. Et là, il y a Cannes qui est au fond, là-bas, qui est allé chercher des vidéos. David a voté bas, il donne une justification. Arnaud disait que le titre... n'emballait pas forcément, et puis d'autres sujets en disant, bon bah, ok, super sympa son sujet, mais il y a un autre orateur qui a donné un sujet similaire. Donc en fait ici ils mettent le lien et le CFP crée tout seul les liens, et donc nous ça nous permet de voir rapidement, et il peut arriver qu'entre 2 sujets, exemple Docker, j'ai Jean-Laurent Mandon qui vient de parler de Docker et puis un parfait inconnu, je vais prendre plutôt le bonhomme de Docker parce que quand il me dit je vais parler de la roadmap de Docker, je sais qu'il est pertinent et qu'il connaît ce sujet. Et l'autre sujet, même s'il est sympa, je vais descendre ma note en me disant, et je vais dire, il y a l'autre sujet là, qui est plus intéressant. Donc vous voyez, on fait un équilibrage automatiquement, et donc ça c'est les gens qui passent devant vous. Voilà. Donc ça c'est ce que nous on se raconte entre nous. Alors là c'est soft, il n'y a rien d'extraordinaire. Des fois ça part un peu en live. Nous, sur le CFP, on ne sait pas les autres. Comment? On ne sait pas les... Ah pardon, parce qu'il y a quelqu'un qui levait la main et je dis... Non, c'est pas grave. Vas-y Patrick, pardon. La question c'est, nous, côté CFP, on ne sait pas que d'autres personnes ont posé tel ou tel sujet. Non, non, non. La partie droite, vous ne la voyez pas. La partie de gauche, c'est nous qui vous posons des questions. Voilà.
Et effectivement, on ne voit pas si vous êtes la seule personne sur un sujet ou si vous êtes le millième. Après, si vous tapez sur microservice, vous vous doutez bien que... Je voulais poser une question. Ouais, du coup, tu disais qu'entre deux personnes qui proposent un sujet sur Docker et l'une des deux travaille chez Docker, tu donnes la priorité à celui qui travaille Là, chez c'était Docker. la roadmap, tu vois. Donc tu te dis, le gars, il doit être plutôt bien placé. Ce qu'il va raconter, c'est pas des trucs... Enfin, c'est la roadmap de Docker, c'était le sujet. C'est pas un peu ambivalent avec l'objectif de justement pas mettre des vendors trop en avant par rapport à... Alors on a des vendors, il y a des talks sponsors, ils représentent 17 sujets sur les 221. On a des talks vendors, mais je pense que c'est très difficile de les voir dans le programme, de les identifier. Après on a des talks qui sont faits par des évangélistes, des David Pilato d'Elastic, des gars de Google, des gars de Microsoft, ainsi de suite. Et souvent, on ne prend pas des parfaits inconnus, on prend ces personnes parce qu'on les connaît, elles font aussi d'autres conférences et ça permet d'avoir l'information à la source. Il y a quand même en France, et pour les speakers francophones, il y a quand même un effet que aujourd'hui les gens qui sont évangélistes et qui sont chez les vendors ont un passif derrière eux qui fait qu'on leur donne du crédit, quoi. Et eux ne vont pas les griller. Donc s'ils arrivent et ils vendent leur truc, ils vont faire qu'une seule présentation. Ils savent qu'ils ne passeront pas d'autres conférences, donc ils doivent le faire en marchant sur des œufs. Et moi, ce que je dirais, c'est que les personnes qui le font en se coupant un bras pour absolument vendre des choses auxquelles ils ne croient pas, ça se perçoit, ça se voit et ça se parle. On se dit, lui, il vendrait sa mère pour son framework. Non. Donc en fait, c'est plutôt bien et c'est plutôt sain l'écosystème en France des conférences. Et il n'est fait quasiment que par des associations ou des gens indépendants. Alors il y a les DevFest bien entendu, mais c'est fait quand même par des bénévoles, puis les DevFest restent très ouverts. Et ce qui fait qu'on a moins ce phénomène qu'on observe aux États-Unis, où là, j'ai fait Reactive Summit à Montréal au mois d'octobre l'année dernière, et j'étais assez déçu. Il y avait des bonnes conférences techniques, et il y avait des bullshit de marketeurs et tout ça. Et le petit indice, c'est quand on voit que le speaker est Chief of Evangelist of machin, ça sert à rien de faire d'une heure. Voilà. Et le retour d'expérience aussi. Sur Ouais. le même sujet, en fait, potentiellement, on fait un talk qui va être roadmap, on va faire un autre truc, un autre sujet, c'est un retour d'expérience. Ouais. Les retours d'expérience, c'est des sujets qui sont plutôt qu'on aime beaucoup. Comment j'ai essayé de mettre Docker et ça n'a pas marché, ça c'est intéressant. Pourquoi ça n'a pas marché pour toi, pour ton équipe, pour ton produit? Enfin, je raconte n'importe quoi, c'est pas un sujet qu'on a eu, mais c'est pour donner un exemple. Donc on va prendre des trucs qui se sont bien passés, des trucs qui se sont mal passés. Mais les retours d'expérience, c'est vrai que clairement, Can a raison de le dire, les retours d'expérience, c'est des sujets, les gens racontent une vraie histoire. C'est le genre de sujet que tu peux difficilement te foirer, on peut pas te dire t'as tort, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que Oui. voilà ton expérience personnelle, c'est très bien pour les Il y a moins ce syndrome de l'imposteur ou de je pense savoir que, puis dans la salle, il y a un gars qui se lève et il dit en fait non. Voilà. Ça arrive, c'est plutôt bienveillant. Donc moi, vous voyez, alors moi je suis la lanterne rouge, j'ai fait que la moitié. Et quand vous votez en fait, alors bon Brice c'est une autre histoire, mais quand vous votez, vous voyez en fait, pour vous motiver et vous dire voilà, est-ce que je vais rattraper mon copain qui a 2 ou 3 votes. On essaie de se motiver et faire la course pour voir tous les sujets au fur et à mesure, quoi. Donc il y a un peu de gamification entre nous pour pouvoir le faire parce que voilà. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé, les golden tickets. Donc ça c'est une idée. Alors moi je suis plutôt content d'avoir eu cette idée. Franchement, je me la raconte pas trop, mais sur ce truc-là, je vais me la raconter un peu. Désolé. Je trouve que l'idée était, ça part de Charlie et la chocolaterie, où le gamin il ouvre son plaque de chocolat, il a son ticket, et il va voir Willy Wonka et tout ça. Et c'est la même chose, quoi. Donc il y a 3-4 ans, je discutais avec Marc qui s'occupe de Devox UK. Et au bout de 3 bières, on cherchait des idées, et puis Marc me dit il faudrait trouver un moyen pour que les gens du public votent. Et puis, de fil en aiguille, je dis on va faire comme Charlie et la chocolaterie, on va vendre des tickets, le même prix, et on va demander aux gens de voter. Alors, je vais vous la refaire doucement. Donc, une place pour 3 jours à Devox France, ça doit être 600 ou 620 €. Vous achetez votre place, d'accord? Vous faites partie d'un cercle restreint d'une 50aine de personnes. Et en plus de ça, vous allez faire la même chose que ce que je viens de vous montrer, gratuitement, et vous allez le faire tout seul. Vous n'allez pas parler avec les autres Golden Tickets, et vous n'allez pas parler avec le comité, donc vous allez le faire en aveugle.
Et si vous voulez le faire, le 3 décembre, vous mettez devant votre ordinateur et vous achetez ces fameux Golden Tickets. Et alors cette année, on leur a donné un cadeau pour les remercier, parce qu'on a un peu de culpabilité. Parce que les Golden Tickets, il y en a une vingtaine, alors il y a eu 50 personnes vraiment actives, et il y en a 25 qui ont voté comme nous, qui ont plié les 1040 sujets. Alors ils ont fait 1020 sujets parce que les orateurs peuvent, lorsqu'ils soumettent leur sujet, comme Julien peut le dire, je ne veux pas être évalué par les Golden Tickets. Il y en a certains qui disent mon sujet, j'ai pas trop envie qu'on en parle, genre Quarkus avant que ça sorte, moi j'ai pas envie que ça soit trop public, donc je mets mon sujet en invisible. Et donc ces gens-là, alors eux, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont plus publicité le sujet de Julien que nous. Et il faut savoir que les Golden Tickets votent beaucoup plus durement que nous. C'est-à-dire que nous, des fois, on est plutôt des bisounours. Donc là, c'est un exemple inverse. On voit que nous, le comité, on a voté 7,19 et les GT, les Golden Tickets, ont voté 7,8. À quoi ça sert ce truc-là? Quand vous êtes en train de choisir tous les sujets, que vous avez vraiment choisi tous les meilleurs sujets sur la sécurité, que vous avez l'idée que Julien est un bon orateur, mais que Bob est un bon orateur, et qu'à la fin, vous vous dites, je ne peux pas prendre 2 sujets sur OAS, ça va être un peu difficile, j'aurai pas assez de place. Comment vous faites pour déterminer si c'est Julien ou Bob qui rentre comme speaker? L'un des points qui est intéressant, c'est le vote du public. Et il y a des sujets où nous, on s'était emballés comme des midinettes en disant c'est super sympa. Et en fait, on voyait que les Golden Tickets taillaient le truc, et puis il n'y en avait pas un ou deux, des fois il y en avait 30 qui disaient moi je ne vais pas aller voir ton sujet. Et c'est vrai que parfois, quand il a fallu choisir, ça nous a permis de départager. Voilà. Et n'oubliez pas que ces gens-là font comme vous, ils lisent le titre, ils lisent l'abstract, ils lisent la bio du speaker, et c'est tout. Donc ça repose sur pas grand-chose, quoi. Et sur le nombre de sujets qu'ils ont vus auparavant, quand ils arrivent devant votre sujet, s'ils ont vu 15 sujets sur la sécurité au WASP, ils n'auront pas le même biais de sélection que si c'est la première fois qu'ils voient votre sujet. Tu veux dire un truc, Cam? Il y en a certains qui ont rejoint le CFP d'ailleurs. Pardon? Il y en a certains qui ont rejoint le CFP. D'ailleurs, ouais, David doit être un exemple. David, il y a 2 ans, il votait énormément et du coup, on connaît David par ailleurs, on lui a dit est-ce que ça te dit de faire partie du CFP? Il nous dit ok, donc on a embarqué des ex-Golden Tickets là-dedans et puis voilà, il ne le regrette pas. Tu peux être Golden Ticket et Non. Postuler en même temps? Oui, complètement. Oui. Tu peux envoyer un sujet, Julien pourrait être Golden Ticket, oui, il n'y a aucun souci. Après, tu peux voter 10 tout seul, mais tu vois, il y en a 22 autres, donc si les 22 autres veulent 3, ça marche pas. Après, j'en profite de la petite parenthèse outils. Ça, c'est ce qu'on a dans la base. Donc, alors, on a eu 1040 propositions. Les 6 que vous voyez, c'est les keynotes. Je ne sais plus pourquoi il y en a certaines qui n'ont pas de vote, mais j'en sais rien. Donc cette année, on a refusé 506 speakers et on en a pris 250. Dans les 250, il y a aussi moi, par exemple, sur mes keynotes. Donc il y a aussi des personnes comme Cannes, donc il y a 6 ou 7 personnes qui ont la double casquette et on a fait 15 000 reviews. Donc ça, c'est 2018. Il y a des sujets, donc après, alors c'est en anglais parce que le code est open source et ce truc que vous voyez, ça a été fait par les contributeurs de Devoxx Belgique, Stéphane notamment. L'application, c'est du Play 2, Scala 2.3, 2.4, donc c'est pas la première fraîcheur en termes de code, alors c'est du Scala hyper simple, et la base de données, c'est du Redis, c'est du in-memory, donc du Redis persisté sur disque, parce que forcément, sinon, souci. Faire un CFP pour des copains et 17 développeurs qui ont tous un avis, c'est un enfer. Et heureusement, dans le lot, il y en a certains qui disent rien, et il y en a pas mal qui sont venus mettre les mains dans le code et tout ça. Et heureusement qu'on a cet outil-là, parce qu'en fait, franchement, ça prend tellement de temps. Donc vous vous rendez compte que tout ça, ça tient en mémoire. C'est le CFP qui tient avec 360 mégas de mémoire vive, c'est assez marrant. Toutes les données speakers, toutes les notes, enfin tout, ça tient en in-memory. Donc on peut faire tout ce qu'on veut en base NoSQL ou en base SQL, mais avec Redis, en mémoire, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc là, les Golden Tickets, donc j'en avais créé 54. Alors pardon, il y en a 34 qui ont voté. Et vous voyez, donc dans les gens que vous voyez là, donc ces gens-là ont fait 1016 revues, donc ils ont fait le maximum, donc c'est le même travail quasiment
que nous. Et ici, vous voyez, alors là c'est déjà rempli, mais on voit très bien le nombre de sujets qu'on choisit à la fin. Alors c'est dommage parce qu'on voit plus. Ouais, on voit plus combien on a reçu par format parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre, je me souviens plus pourquoi, bref. Donc après nous on a notre indicateur pour savoir combien de sujets et il y a toute la partie avec les notes que je ne pourrais pas vous montrer pour des raisons de confidentialité, mais qui nous permet de choisir. Une fois que tout le monde a voté, on ferme le CFP. Pendant 2 semaines, on finit de voter et ensuite on se donne 2 soirées et on se rencontre en vrai. Donc on se retrouve sur Paris et on choisit tous les formats université, tous les formats hands-on lab et les tools in action. Donc en général, on fait ça en une soirée. Ça dure 3-4 heures, ça crie très fort souvent. Il y a des prises de bec, ouais, on a pris trop de mecs de telle société, machin, donc ça gueule bien en général. Ouais, on a pris trop de sécurité, ouais, ok, super, voilà. Et puis ça permet au final, globalement, d'atterrir et de... Alors les gens qui ont des très bonnes notes, souvent ça prend 5 minutes, on est sûr qu'on les veut. Et après les gens qui ont des très mauvaises notes, on est sûr qu'on ne veut pas qu'ils viennent. Et après, là où ça commence à être un peu compliqué, c'est quand vous arrivez à la frontière, vous avez 15 pages et en fait vous êtes juste à la page 2, et à la page 2 il faut déjà s'arrêter et il n'y a même pas la page 3. Et c'est là où en fait on passe beaucoup de temps à repêcher, et donc la note ne fait pas tout. La note ne fait pas tout, c'est-à-dire que les écarts sont très faibles et ce qui va faire la différence c'est, tiens sur Kotlin on a pris tel et tel sujet, est-ce qu'on en prend un troisième ou pas? On essaye de faire une forme d'équilibrage et là on rentre vraiment finalement dans le subjectif. Donc l'outil nous permet de trier mais à la fin c'est quand même finalement un consensus et il y a l'humain qui fait qu'on choisit les derniers sujets. Donc on peut faire du machine learning, on peut faire tout ce qu'on veut à un moment donné, c'est quand même aussi l'expérience qu'on a, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Ça fait 8 ans qu'on regarde le même code, donc au bout d'un moment on a aussi cette habitude-là. Je vais revenir au slide. Donc, des petits conseils ou comment on réussit finalement sa présentation. Donc ça passe par l'étape de bien se présenter. On pense toujours que le CFP c'est que écrire une proposition sur un sujet et dire accessoirement qui vous êtes, c'est pas vrai. C'est autant le sujet que vous souhaitez présenter que qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez fait et pourquoi finalement 300 parfaits inconnus, ça c'est vont s'asseoir et vont vous écouter pendant 1 heure ou pas. Donc la bio c'est important, faut pas trop en faire, faut quand même être assez précis sur ses références. Et puis on a eu des étudiants. Je crois que l'année dernière, avec des gens qui connaissent un peu tout ça, et c'est plutôt sympa de pouvoir se faire aider. Donc, je vous laisserai regarder sur le site de DevOps France, vous allez sur le programme et allez voir simplement, si vous ne savez pas comment vous présentez votre bio, allez voir comment les gens qui ont déjà été sélectionnés le font. Et dites-vous, je vais plutôt faire comme lui, ou comme elle, ou pas comme lui, pas comme elle. Voilà, tout simplement, et vous verrez que c'est assez succinct, mais ça permet, l'idée c'est pas de LinkedIn, c'est pas votre CV, c'est juste, vous allez parler de la sécurité. Je m'appelle Julien, je travaille à Société Générale, et je vais vous parler de ROAS, blablabla, c'est bon. Pas besoin de 3 tonnes de savoir s'il a fait espagnol ou allemand, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est pourquoi il est plutôt pertinent sur ce sujet-là. Estelle n'est pas là, non? Est-ce qu'elle était... Non, elle n'a pas pu venir. Ouais. Donc un exemple, Estelle Landry, ça c'est sa bio, et vous voyez, 2 lignes, elle présente quelque chose sur l'UX, donc ça c'était l'abstract du sujet qu'elle a présenté, et puis 2 lignes pour expliquer un petit peu pourquoi, qui elle est, ainsi de suite. Julien, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est une autre page du programme de DevOps France, donc la même présentation qu'on a vue tout à l'heure sur laquelle on a noté. Donc là elle a été programmée en EI 252 AB le vendredi. Ah ouais, t'as fait le vendredi. Oh, dernier slot. Bravo, courageux. Et puis on retrouve donc la bio, une photo. Voilà, les photos c'est sympa. C'est dommage de ne pas mettre de photos, vous faites ce que vous voulez, si vous ne voulez pas mettre de photos, mettez pas de photos. Par contre, si vous mettez une photo de panda ou n'importe quoi, on les vire et on laisse des vraies photos. Si vous mettez des photos et on voit que c'est pas vous, on remarque aussi.
On a eu ce cas-là, des gens qui mettaient des photos, c'était pas eux. Ou des photos très jeunes aussi, donc des gens disent bah, en fait, tu sais que maintenant tu as 45 ans, donc viens-moi ta photo de marque. Ne venez pas raconter dans votre abstract de quoi vous allez parler, donc le what en anglais, mais venez m'expliquer pourquoi, le why. Pourquoi vous allez parler de sécurité, pourquoi vous allez parler de Kotlin, pourquoi. C'est super important. Et souvent, les gens se contentent de faire une liste de Prévert, donc le what. Je vais vous parler de JUnit 5 et voici la liste de toutes les fonctionnalités dont je vais vous parler. Ok, pourquoi tu vas en parler de JUnit 5 ? Ben parce que en fait, les gens ne font pas assez ceci, ne connaissent pas cela, et ainsi de suite. Le pourquoi, c'est le truc le plus important. Vraiment. Ce que vous allez présenter, oui, vous allez le mettre dans l'abstract, on veut savoir si vous parlez de tel sujet et si vous ne parlez pas de tel sujet. Mais la première chose, c'est que vous êtes un humain, vous n'êtes pas un robot, quoi. Et pourquoi on va rentrer dans la salle et venir vous écouter parce que les nouveautés de JUnit 5, je vais sur Google et je les vois. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, c'est le retour, c'est ce que je dois lire dans l'abstract, c'est des choses qui font que je vais choisir votre sujet parmi 7 autres salles. N'oubliez pas l'histoire du choix, quoi. Le participant, en fait, s'il n'est pas vraiment convaincu, il va vous faire bye-bye et il ira voir un autre sujet. Et sur YouTube, c'est pareil, il y a 200 vidéos par an qui sortent, donc comment votre sujet va être choisi par la personne qui regarde sur YouTube, c'est important d'insister sur ce point-là. Ouais, je voulais vous montrer un exemple sur Rust, mais je vais avancer un petit peu. La concurrence, vous voulez parler d'un sujet, il y a d'autres conférences, comme l'a dit Julien tout à l'heure. Ça peut être pas mal d'aller voir qui sont les autres personnes qui ont déjà parlé de ce sujet en français ou en anglais. J'appelle ça la concurrence, c'est gentil bien entendu, mais si vous faites un sujet et c'est un copier-coller d'un autre sujet, d'un autre orateur, ça va se savoir. Et puis en fait vous n'apportez rien, quoi. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux prendre des sujets sur lesquels vous êtes pertinent et vous ça vous touche, vous avez une expérience, des choses à raconter. Mais ça peut être pas mal de se rendre compte, ce sujet-là, il a déjà été traité à Devoxx France l'année dernière, donc cette année il ne va pas être retraité, et ainsi de suite. Une des raisons pour lesquelles peut-être que votre sujet ne sera pas choisi, c'est parce qu'en fait, super bio, super abstract, ainsi de suite, on va vous dire votre sujet n'a pas été retenu parce qu'on l'a déjà traité, ou il n'y a pas assez de nouveautés, ainsi de suite. L'idée, c'est quand même de la faire valider par ses collègues, voir si eux sont convaincus ou pas, il faut déjà les convaincre votre patron aussi. En général, c'est pas trop un souci. Enfin, quand vous êtes choisi, vous venez voir votre boss et vous lui dites je suis speaker à Devoxx France, si vous vous débrouillez bien, en général, pour lui, c'est une grosse opportunité. On ne met pas énormément en avant le nom de la société et après vous faites ce que vous voulez. Donc sur scène, vous pouvez arriver en disant je bosse chez Xebia ou pas. Après, c'est vous qui parlez en tant que personne. Le fait que vous travaillez chez Pierre-Paul Jacques, on essaye de s'en fiche complètement. Et il faut voir qu'au mois de décembre, quand vous soumettez votre sujet, vous êtes chez Xebia. Et au mois d'avril, vous n'êtes plus chez Xebia, vous êtes chez Public Sapiens. Enfin, il s'est passé des choses. Donc voilà, on rigole pas mal. Et puis il faut se lancer. Il y a autant de chances. Devoxx France, c'est pas plus sélectif ou plus dur que d'autres conférences. C'est une bonne école. Ce que vous voyez là fonctionne très bien pour MixIT, pour BDX.io, pour le Presscamp. Qui sont des cousines très très proches de Devoxx France. Alors pourquoi il n'y a pas Devoxx Bordeaux, Devoxx Lyon, ainsi de suite? Parce que c'est une franchise et on a une exclusivité. Donc il n'y aura jamais de Devoxx Biarritz ou je ne sais quoi. Par contre, il y a Devoxx comme microservice qui est organisé au mois d'octobre. Donc moi je ne m'occupe pas du tout, mais qui est dans la famille des conférences Devoxx France, mais qui est sur un format plus petit. Moi, quand je regarde des sujets, on se pose 15 000 questions, quoi. Est-ce qu'il maîtrise son sujet? Alors, il y a des gens qui écrivent très très bien, on se fait avoir. Hein. Et tous les ans, je vous assure, nous, on a une application. Alors, Julien l'a dit rapidement tout à l'heure, mais les participants vont voter sur votre présentation. Et les votes, vous allez les voir. Et les commentaires, vous allez les voir. Donc, si vous faites des choses merdiques, excusez-moi du mot, vous aurez 10 minutes plus tard, en revenant sur le CAP, vous verrez que les gens vont vous tailler un short et le public il n'est pas très sympa. Le public il est assez trash. On fait attention à ce que ça reste dans un code de conduite, donc pas de choses qui blessent les gens, mais les gens en général quand ils prennent le temps d'écrire « Écoute ton sujet Julien était sympa, mais je pense que sur ce point-là tu t'es planté et tu aurais dû dire ça plutôt ceci », enfin voilà, c'est comme ça que vous recevez un retour.
Et donc moi la question c'est est-ce qu'il maîtrise son sujet quoi? Parce qu'il y a des gens qui écrivent des très très beaux abstracts, des très belles bios, et ils passent à travers les mailles du filet. Je ne sais pas si vous êtes venu à DevOps France, mais des fois ça vous essayez et là vous dites ça ne va pas le faire du tout, c'est n'importe quoi. On a un gars qui a meulé des cartes électroniques avec une meuleuse pendant sa présentation pour montrer que son cluster Docker, je sais pas quoi, marchait. C'était génial, il a failli foutre le feu à la salle. Nicolas Deloff, merci. Après, il y a des gens qui disent que c'est pour débutants. Oui, les monas dans ce cas-là, vous allez voir, c'est super sympa. Et là, vous comprenez rien. Il y a des gens qui vous parlent de trucs qui sont complètement obsolètes. Mais comme vous n'êtes pas expert, bah, vous les avez laissés venir et tout ça. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vont faire des démos et qui font du live coding et c'est la catastrophe. Parce que faire du live coding, c'est très très dur. Ça demande vraiment beaucoup de répétitions. Le faire tout seul, vous pouvez me le faire à deux. Regardez une présentation de David Gageot qui est chez Google. Allez voir comment il fait, regardez comment il répète. Ou Hubert Sablonnière aussi qui est chez Clever Cloud. Ces mecs-là, ce sont des brutes de présentation, mais ils bossent comme des dingues. Et les gens qui veulent faire du live coding, on leur branche la brise HDMI et poum, IntelliJ est en 1024 et là, donc voilà. Donc le live coding, ça se répète, c'est très dur et branchez vraiment un écran, branchez une prise HDMI sur votre PC ou sur votre Mac et regardez ce qui se passe et c'est vraiment dur quoi. Donc faire très attention à ça parce qu'on se plante et il n'y a pas de... Et puis là les gens passent un mauvais moment dans la salle et ils sont mal à l'aise pour vous. Quand vous vous plantez, les gens, ça ne les fait pas kiffer quoi. Ils sont pas heureux parce que un mec il galère et tout, sa machine est rebootée ou je sais pas quoi. Voilà. Heureusement, il y a des gens comme Cannes dans la salle, donc les polos rouges pour nous. Donc nous on a assez de personnes, donc on a un polo rouge dans la salle et en général ils viennent les aider. Ils viennent sur scène, eux ils sont pas stressés, ils vous rebranchent le truc, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc le jour J, vous n'êtes pas en mode PLS, mais voilà. Alors il y a plein de façons de ne pas être sélectionné. Alors il y en a un que j'adore, c'est moi, myself and I. Alors, j'ai des trucs comme ça. Alors je suis l'expert certifié. Ok, super. La nature a été généreuse, j'ai une belle voix. React 2, la revanche, c'est moi. Alors ça, c'est les gens qui ont fait certains frameworks, et quand on lit le truc, on a l'impression que c'est lui, et quand on va sur GitHub, on voit que c'est l'un des contributeurs, et que le mec, il a fait la doc en français, et qu'à part ça, il n'a rien fait. Je connais Nicolas Martignol, choisissez-moi. Okay. J'apparais en premier si vous cherchez React avec 2 T sur le code. Voilà. Et j'en ai, voilà. Et des... Alors, c'est pas forcément dit comme ça, mais voilà. Donc les gens qui arrivent en pensant que leur ego arrive 10 minutes avant eux, c'est vrai qu'en général, ça nous agace. Et puis en fait, on se dit, c'est pas des personnes qu'on va mettre dans une salle devant vous, puisqu'avec de la lumière et une caméra, ils vont péter un câble. Et voilà. Donc on en a quelques-uns. On a pas mal d'anglais comme ça, des anglais qui sont me, myself and I. Donc voilà. Et c'est difficile de trouver. Voilà, il y a des imposteurs, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons et ils sont pas bons. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent ne pas être bons et qui sont très très bons. Il y avait un sujet cette année sur justement le syndrome de l'imposteur par Aurélie Vacher, si ma mémoire est bonne, qui est très intéressant. Allez le voir sur YouTube et elle raconte comment elle s'est lancée en tant qu'oratrice et qu'au début, bah, elle flippait et elle se sentait pas pertinente sur le sujet. Puis finalement, bah, aujourd'hui, c'est une personne qui a fait Sunitech, qui a fait BDX.io, qui a fait d'autres conférences. Donc c'est très intéressant. Les gens qui proposent des brouillons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc merci de ne pas lire ce texte parce que si jamais je suis choisi, je mettrai un vrai texte. Donc ça, forcément, voilà. J'hésite entre MixIT et DevOps France, quelle conférence me conseillez-vous? Et tous en même temps. Il va y avoir MixIT, avec lesquels on s'entend très bien et on s'échange des speakers. Mais cette année, ils ne seront pas en même temps que DevOps France, mais enfin, les organisateurs se connaissent les uns les autres et on est plus, enfin, on fait partie de la même famille et ça nous permet parfois de faire venir des personnes d'assez loin des États-Unis. Joël Spolsky, c'est merci l'équipe de MixIT qu'on a eu. Voilà. Donc oui, des gens qui proposent des sujets, qui les soumettent et qui pensent que bah, c'est nous qui allons finir le boulot et tout ça. Donc voilà. Le phénomène de déjà vu, mais ça le problème c'est que vous ne pouvez pas le savoir. Il y a quand même un indice, c'est que si vous regardez déjà le programme de DevOps France l'année dernière et des autres conférences, vous pouvez voir si votre sujet a déjà été traité. Et après, c'est pas forcément un handicap, mais il faut que vous apportiez quelque chose de plus, peut-être un retour sur expérience. Ok, Elasticsearch 5, super. Et vous allez raconter, bah,
mes succès et mes déboires lors de la mise en production de la gomme. Voilà, très bien. Vous racontez une histoire, des choses factuelles, et donc vous aurez autant de chance que les autres. J'ai mis ce site-là, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, sinon je vais prendre les questions directement, ce sera plus simple. On ira quand même le voir ensemble. Et c'est tout ce que j'aurais à vous raconter pour ce soir. Alors allez-y pour les questions. Il y a beaucoup d'orthographes qui sont aussi déterminantes. Ouais. C'est insupportable. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau. Moi, je suis non orthographe, hein, c'est moi qui j'ai une autre question. Est-ce que tu pourrais nous parler, Nicolas, des ondits sur le CFP? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des ondits sur le CFP ou des a priori ou des idées pour voir si c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont des ondits à partager? Non. Moi, je pensais que certains étaient payés. Enfin, pas Mais c'est les une vraie- speakers, hein, pas les. c'est une vraie question qui se pose. Alors, Surtout des gens connus. Enfin, ouais. Alors, c'est une vraie question qui se pose. Pourquoi? Parce que il y a effectivement quelques speakers, mais pas beaucoup. Et souvent, c'est dès qu'on sort de la tech, hein, franchement. Quand c'est dans la tech, souvent ils sont rattachés des éditeurs et donc les éditeurs payent tout. Mais pour les keynotes, on se pose des questions. Il y a des vrais bons orateurs et ils vous aiment beaucoup, mais lorsque vous leur dites est-ce que vous voulez venir parler à une conférence de développeurs, déjà ça leur prend leur temps personnel, ça leur demande de la préparation et ils le font vraiment parce qu'ils nous aiment bien, mais eux n'ont aucune retombée de ce qui se passe, quoi. Donc après ils ont leur vidéo sur YouTube, ils sont contents, c'est un critère. Mais c'est vrai que pour certains, bah, alors déjà les dédommager, on peut leur payer l'avion et l'hôtel. Mais après, nous en fait on est vraiment... enfin, aujourd'hui on n'a pas eu la situation, mais on reste plutôt hermétique à l'idée de payer. Et si on fait Devoxx France, une grosse conférence, on a plus de moyens, les petites conférences, comment elles vont faire? Elles ne peuvent pas forcément. Alors après on peut payer l'avion, l'hôtel, ainsi de suite, donc ça on le fait déjà. Mais donner de l'argent vraiment pour la partie présentation, on a acheté des livres une année, un keynoteur, il voulait qu'on le paye, on a dit non. On a dit mais sinon vous achetez 300 livres et vous les donnez aux autres orateurs. Ok, on a acheté 300 livres, on les a donnés et les orateurs. Oui. Moi j'ai une question, hein, c'est pas du tout un audit parce que je connais pas trop Devoxx, c'est par rapport à votre comité de sélection, vu que vous avez commencé en petit noyau et que vous avez invité des gens que vous connaissez. Comment est-ce que vous vous assurez que vous n'êtes pas biaisé dans la sélection d'inviter des gens qui vous ressemblent? Et Ouais. je pensais à ça par rapport au fait que vous mettez des photos. Je me demande si vous faites des sélections à l'aveugle sans avoir le nom ni la photo de la personne qui se souvient. Alors, il y a un sujet sur lequel j'ai pas du tout, vous m'avez pas du tout entendu parler, et qui est un sujet qui est important, c'est la diversité. Premier sujet, comment on fait venir plus de femmes? D'accord? On va juste déjà parler de ce sujet-là qui est très très important. Dans le comité de sélection, on a invité les personnes de la comité des duchesses pour éviter les biais de sélection, les biais cognitifs. Et on a aussi d'excellentes oratrices qui nous ont dit attention les gars, si jamais vous commencez à faire venir des oratrices parce que ce sont des femmes avant d'être des personnes pertinentes sur le sujet, nous on ne viendra pas. À aucun moment elles voulaient être sélectionnées, donc là c'est Mathilde Lemay, Audrey Neveu, je parle en leur nom. Ils disaient moi je ne veux pas être choisie parce que je suis une femme, je veux être choisie parce que bah, pour Mathilde je connais Mockito et je suis une contributrice. Voilà. Donc on a respecté et je pense que c'est un système qui fonctionne bien, quoi. Et après là je parlais juste homme-femme. Et après on peut élargir au cercle plus important. Mais sincèrement, on est des gens de toutes les origines, de toutes les communautés, de tous les âges, et on essaye d'être représentatif. On fait attention à ça. On parle beaucoup entre nous. Ça va, le plus jeune doit avoir 27-28 ans, et le plus vieux il a 58 ans. On fait attention. Est-ce que justement, on ne va pas choisir quelqu'un parce qu'il a mis une belle photo, une photo moche d'ailleurs, et que c'est d'abord qui il est, donc sa bio, qu'il a écrit lui-même, ou qu'elle a écrit lui-même. Et le sujet qu'il va présenter, quoi. Et après, oui, on a des débats, on a des questions. Comment on fait pour avoir plus de jeunes speakers? Comment on fait pour avoir des étudiants? Comment on fait pour avoir des gens qui sont en reconversion professionnelle? Et ça pose des questions et on donne des coups d'essai, donc on fait venir des personnes.
Par exemple l'agilité, comment on fait venir quelques personnes agilité, mais on n'est pas Agile Tour ou Agile France. Donc on essaye voilà, dans la mesure du possible, et après ce qui fait qu'on arrive à rester assez large, c'est que on est un groupe assez important. 17 personnes c'est beaucoup pour un CFP. Les autres conférences n'ont pas ce volume. Et on est quasiment la seule conférence où tout le monde vote pour tout. Il y a d'autres conférences où il y a 3 personnes qui vont voter pour toute la track web. Ces 3 personnes, elles portent sur leurs épaules énormément de responsabilités. Et nous, on n'en aime pas ce système-là, on est très démocratique. Ça prend beaucoup de temps, et puis après, chacun reste libre de voter. On peut s'abstenir si on n'a pas d'opinion ou pas de connaissances. Mais voilà. Et c'est un vrai travail, et ça change tout le temps. Pour ajouter, typiquement, c'est personnel, on a tous notre façon de voter. Moi, je note d'abord sur la track et le machin là, mais je ne regarde pas le speaker. Après, je regarde le speaker, et après, à la question, on ne vote pas, on a une règle implicite, on ne vote pas pour les copains, on ne vote pas pour les gens de vote. Et ah oui, si je bosse chez Google, je ne vais pas voter pour toutes les personnes de Google. Il y a on s'est mis en place des patterns. Voilà, si je connais trop bien une personne et on peut me soupçonner d'être jugé parti, je vais le dire. Et ça marche très bien. Et est-ce que vous voyez les notes des Oui, autres mais après avoir voté. Après avoir Donc tu votes à l'aveugle pour éviter le biais d'ancrage. Donc tu votes, tu mets ta note, tu peux la corriger. Mais c'est rare, en fait, on a plein de statistiques. Et en fait, déjà, comme je vous l'ai dit, il y a un volume tellement important. Enfin, moi je sais pas, mais moi, à titre personnel, je rechange rarement ma note. Ou alors, quand je mets un 4 et tout le monde a mis 8, et alors là, je suis passé à côté de quelque chose. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Peut-être que s'ils sont 16 à mettre 8 et je suis le seul à mettre 4, peut-être que moi, j'ai pas compris. Et si je laisse mon 4, je vais laisser un commentaire où je vais revoir ma note, mais ça peut arriver. Voilà, ça peut... Donc on le voit après, et comme ça, on n'est pas influencé. Et on a essayé de changer l'échelle. On voulait mettre une échelle logarithmique, après on voulait mettre un nombre de points, on a essayé plein de trucs. Et en fait, ça marche pas. Voilà, il faut juste mettre une note, et après, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui ont des très très bonnes notes, on les prend tout de suite. Les gens qui ont des très mauvaises notes, on leur dit au revoir. Et là où on met l'humain, c'est à la frontière entre les deux. Entre les deux, où on regarde ce qu'on a déjà choisi. Et nous, on ne va pas prendre 105 sujets sur les microservices. C'est pas vrai. On va en prendre quelques-uns, et puis on va aller chercher d'autres sujets, du Rust, du Kotlin, du React. Oui, vas-y. Oui, c'est un peu dans la même veine. Est-ce que là, avec 8 années de sélection, est-ce que vous utilisez a posteriori des indicateurs ou des choses pour estimer vos sélections? Enfin, je sais pas, les vidéos YouTube ou les commentaires des gens, est-ce que vous avez... Alors, on a les notes qui ont été données par le public. Là, on les a, elles sont dans le système. On n'a pas fait une chose qu'a fait d'autres conférences, je ne peux pas vous dire forcément lesquelles, mais nous, on ne regarde pas les notes pour juger si l'année suivante, par exemple, Julien, reviendrait ou pas. Parce que peut-être que, je dis n'importe quoi, le jour J, ton sujet, c'est pas l'éclat, tu te plantes, et tu vas pas être mal noté parce que tu es bon expliquant, mais parce que ta présentation a mal été notée. Et pourquoi te pénaliser ce jour-là si tu as flippé à mort, et ça s'est pas bien passé? Donc nous, on va pas regarder le passé trop, quoi. Voilà. Et si on regarde les notes, et puis les gens sont très méchants, en fait. Il faut voir que le public ne veut pas prendre le temps de mettre 10, quoi. Cette année, à Devoxx France, la keynote, je sais pas si vous étiez dans la salle, donc on est 3 personnes. Et on était, donc Zoé et moi étaient sur scène, et on fait toujours 10 minutes d'intro pour dire aux gens bienvenue, blablabla. Donc Zoé et moi on est sur scène, on est habillés en noir, et on avait demandé aux bénévoles de faire comme si c'était l'arrache, donc ils mettent les lettres et tout, et on a vraiment, enfin si vous êtes dans la salle, vous voyez la keynote, on a l'impression que c'est gros boxon, qu'il n'y a rien n'est prêt. Là la musique se met en marche, machin, et puis la lumière s'allume, et là on prend la parole, et on a l'air complètement à la masse, et les slides et tout ça. Et Antonio n'est pas là, le troisième là-haut. Et on commence notre keynote, machin, un peu moumou, et puis Antonio arrive en mode essoufflé. Oh les mecs, vous m'avez commencé ce matin, et on commence un peu à s'engueuler sur scène. On avait répété avec des profs de théâtre. On avait répété le truc. Et on a eu des gens qui ont mis 10, complètement barrés, votre keynote, bravo les gars, c'était vachement fun, tout ça. Il y a des gens qui nous ont mis un. Inadmissible de ne pas préparer une keynote à Devoxx France. Nul, voilà. Et les gens, ils ont pris ça au premier degré, quoi. Alors moi, ça m'a fait marrer. Et puis, donc il y a des gens qui ont cru vraiment qu'on n'avait rien foutu et que c'était n'importe quoi. Et les gens qui nous connaissent savaient très bien qu'on faisait les pitres, quoi. Parce que l'année d'avant, c'était trop... L'année d'avant, on a fait jouer les gens, on leur a fait passer leur code of conduct. Donc on les avait fait jouer. Et il y a 3 ans, c'était un peu barbant. Donc voilà, on essaye
Donc, ouais, il y a des gens qui prennent tout au premier degré en pensant que, ah merde, ils ont vraiment rien foutu. Non, c'était faux, c'était pas vrai. En tout cas, merci beaucoup. Bah, je vous invite du coup à poser le reste de vos questions autour de la pizza et d'une bière. Et Merci je vous demande beaucoup. de pouvoir- En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Nicolas. Et alors, juste pour si ça vous intéresse, la prochaine fois, donc en fin octobre, on reçoit Estelle Landry. Que vous connaissez peut-être si vous avez regardé quelques-uns. Je crois que son talk la plus tournée, c'était sur Cherche Culturelle, justement. Qui va venir nous expliquer comment elle se prépare, comment elle trouve l'idée, mais elle va aussi nous jouer en avant-première une keynote qu'elle prépare pour une grande conférence en France. Donc, je ne peux pas vous dire laquelle c'est, et je ne peux même pas vous dire le sujet, parce que Je ne même pas dire qu'elle vient. voilà. Donc ça aura lieu fin octobre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.